Smart et Réglo. Thierry Meillat, bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes avocat en droit social dans le cabinet Lowells. Je voulais qu'on parle aujourd'hui avec vous, et vous souhaitiez en parler d'ailleurs, parce que c'est l'occasion, à moins de 3 semaines d'un premier tour, de faire le bilan par rapport au spectre qui nous intéresse, qui est le droit du travail, de l'action, du bilan du président de la République. Vous y avez, vu 3 axes de réforme. On est d'accord, il y a 3 grands axes. Il y avait quand même la philosophie de simplification du droit du travail. Ça avait été porté d'ailleurs dans sa campagne de 2017. Ça, il le souhaitait. Tout à fait, et c'est la première chose qu'il a faite, c'est-à-dire c'est les fameuses ordonnances Macron dont on parle encore et qui ont eu 2 axes essentiels. Le premier, c'est la mise en place du fameux barème d'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec donc des limites maximales, ce qui n'existait pas auparavant, en fonction de l'ancienneté du salarié. Il y avait eu une tentative qui n'avait pas marché en 2015 et donc en 2017 ça a marché. À savoir que sur le barème, il y a encore des discussions juridiques et on attend quand même que la Cour de cassation prenne une position définitive sur le sujet. Et contournée dans certaines cours. Et voilà, il y a des résistances. Il y a toujours des résistances et donc la Cour de cassation va devoir mettre un terme. On va voir dans quel sens. Donc c'est pas un débat terminé. Parce que les magistrats considéraient qu'on ne pouvait pas leur imposer une grille de tarifs, enfin de sanctions, eu égard à la réalité des faits invoqués dans la... Tout à fait, et eu égard surtout au préjudice réellement subi, et donc il y a tout un débat, mais bon, en tout cas ça a été appliqué quand même largement, mais il y a des résistances. L'autre axe des ordonnances Macron, c'était la mise en place du comité social et économique, le CSE. On a tout regroupé. On a tout fusionné, on a tout regroupé, et ça poursuivait une logique de simplification qui avait déjà été mise en place, il faut le rappeler, par le président Hollande en 2013, avec la fixation des délais préfixes de consultation des comités d'entreprise. Donc disons que Emmanuel Macron a parachevé finalement une réforme des comités qui, elle, est en place, qui fonctionne a priori très bien. Alors il y a des débats sur l'hygiène et la sécurité parce que le CHSCT a disparu, mais c'est en train de se mettre en place. Donc de ce point de vue-là, et ça a été mis en place très vite en fait. Enfin pendant le Covid, vous avez vu qu'on a mis des référents Covid qui finalement venaient suppléer le manque de l'absence de CHSCT, et ça, dans les grandes entreprises, je crois que ça a plutôt bien marché. Oui, et puis même plus généralement, il y a eu quand même un dialogue assez riche, et le Covid l'a démontré. Il y a des mécanismes qui se sont mis en place assez pragmatiquement, on va dire. Alors il y a 2 sujets. Il y a l'égalité homme-femme avec une loi très récente, puisqu'on avait reçu la députée Rixin, mais il y avait quand même cette idée de créer, notamment dans le cadre de la politique RSE, des indicateurs pour faire avancer cette question de l'égalité homme-femme. Et là encore, pour moi, c'est le deuxième grand axe. Donc effectivement, à partir de 2018, la mise en place d'un index de l'égalité salariale homme-femme avec les 5 critères, au moins 75 points. Ça, là encore, plutôt bien marché. Il faut dire les choses comme elles sont. Les entreprises jouent le jeu. Maintenant, il y a un site dédié, parce qu'en fait, il y avait cette idée un peu de name and shame sur le fait que les entreprises qui n'atteindraient pas devraient être signalées. Il faut savoir que, premier point, donc les entreprises jouent le jeu. Deuxième point, c'est un système qui est quand même assez souple, parce qu'une entreprise qui n'atteint pas les points nécessaires a quand même un certain délai qui est assez long pour se remettre aux normes. Donc finalement, là encore, quelque chose qui est plutôt rentré dans les mœurs et qui fonctionne assez bien, et pas que dans les grandes entreprises. Ça concerne vraiment la très très grande majorité des entreprises. C'est vrai que ça, c'est un des éléments qui touche l'ensemble du spectre. Tous les employeurs sont concernés. Ce qui n'est pas le cas pour tous les sujets. Voilà, tous les employeurs sont concernés, puisque si on rebondit sur la loi Rixin, là pour le coup, ça ne concerne que les très grandes entreprises, plus de 1000 salariés, avec l'obligation de 30% de femmes dans les conseils d'administration, je simplifie, qui devrait être portée à 40% en 2029. C'est ça. Et ça, c'est plus récent, c'est la fin de l'année dernière. Oui, il y a eu la loi Copé-Zimmermann, puis là on est monté d'un cran avec Rixin sur, là c'est les COMEX, parce que Copé-Zimmermann c'était les conseils d'administration. Et là on est plus largement. Thierry, il y a 2 autres sujets qui sont d'ailleurs intimement liés, c'est des questions liées à l'environnement qui impactent l'entreprise. Là aussi, il y a eu des avancées. Alors, on va dire que c'est un début. Là, pour le coup, je pense que ça demandera à être parachevé. Je citerai 2 choses. Il y a le forfait mobilité durable. Là encore, c'est quelque chose qui concerne à peu près tout le monde. Donc, avec l'extension, finalement, du forfait pris en charge par l'employeur, partiellement, et pour intégrer les moyens de mobilité douce. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place. Vélo, trottinette. Voilà, tout ça. Et c'est en train, là encore, de se mettre en place, et ça rencontre un franc succès. En tout cas, moi, c'est ce qui me revient de mes clients, entreprises, employeurs. Et l'autre, là, pour le coup, pour le moment, on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. C'est l'obligation pour l'employeur de consulter les CSE sur les impacts environnementaux de ses projets. Alors, effectivement, dit comme ça, c'est bien. On ne sait pas trop, en fait, le contenu, d'autant qu'on attend le décret d'application de la loi.
qui tardent à venir. C'est comme pour un projet de loi. C'est comme pour un texte de loi. On vérifie l'impact environnemental de la loi. C'est exactement la même idée, sauf que tous les projets d'une entreprise n'ont pas d'impact environnemental. Donc il faudrait savoir quand même circonscrire un petit peu. À mon sens, il faudrait déjà limiter ça aux projets qui ont un véritable impact environnemental, puisque tout projet n'a pas... Oui, d'autant que je pense que ce que vous voulez dire, Thierry, c'est que l'entreprise est en train de vous dire, moi je vais avoir des masses de papier à remplir pour des sujets qui concernent l'achat de 3 paquets de crayons et de ramettes. Et surtout, ça risque de devenir, contrairement aux autres réformes qui étaient très pratiques, ça fait un peu paperasse, quoi. C'est exactement ça. Il va falloir que je rajoute le paragraphe à chaque fois, et qu'est-ce que je mets dans le paragraphe. Oui, c'est ce qu'on entend. Alors encore une fois, c'est pas du tout, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée, hein. Je trouve simplement que ça demande vraiment à être précisé dans le cadre, et c'est peut-être un conseil qu'on pourrait donner aux candidats et à celui qui sera élu dans quelques semaines. Juste avant de nous quitter, parce que là vous avez fait un petit benchmark des candidats, alors c'est vrai qu'on a un peu la tête sur ce conflit en Ukraine, mais les candidats parlent quand même du travail. Alors vous dites, ils parlent beaucoup de choses, mais enfin finalement pas beaucoup. Or la grande mesure Macron, il y a une semaine, du candidat sur les retraites, qui vient cristalliser des choses, et puis Pécresse qui, elle, a décidé de déréguler les 35 heures. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est la fin des 35 heures, quoi. Oui, alors mon commentaire général, c'est que justement, en préparant l'émission, c'est qu'on dirait qu'il y a une sorte de consensus. Personne ne veut réformer le Code du travail complètement. Et pourtant, tout le monde le dit. Hein. Oui, mais personne ne veut remettre, quand on regarde dans les programmes, hein, personne ne veut remettre en cause le contrat de travail. Vous savez, la flexi-sécurité dont on parlait tellement il y a 5 ans, bon, plus personne n'en parle. Alors, pas tout à fait, parce que le candidat Macron, pour le coup, lui, il veut que le compte épargne-temps devienne portable. Donc, il y a quand même cette idée, comme pour le CPF, de portabilité. Mais disons qu'on a abandonné ces grands débats structurants sur le code du travail, sur le contrat de travail. Alors effectivement, vous avez des mesures, mais elles sont assez partielles. Madame Pécresse, effectivement, veut repasser à 39 heures, mais en augmentant de 11% les salaires, sauf accord d'entreprise ou accord de branche. Donc en gros, elle dit liberté aux partenaires sociaux. Alors certes, c'est déjà largement le cas quand même. Hein. Aujourd'hui, les 35 heures, bon, c'est quand même, il n'en reste plus forcément grand-chose non plus dans beaucoup d'entreprises. Oui, parce qu'en ce temps, il y a eu Fillon. Il y a eu tout, et puis il y a eu les accords, donc ce serait un peu acté un état de fait. Et il y a les baisses de charges. Et les baisses de charges. Alors ça, c'est revenu. Alors ça, c'est intéressant. Juste avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais je constate, ayant une vue un peu panoramique de quelques élections présidentielles, c'est le grand retour des baisses de charges. Ça n'avait pas été traité beaucoup avant. Et donc en fait, on dirait qu'il y a un consensus sur le règlement, mais voilà, le code du travail, on ne veut pas, mais le coût. Mais je pense que c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, le problème qu'a la France, surtout dans le domaine industriel, c'est un problème de coût. Et comment faire, effectivement, pour garder notre système social, parce que là encore, on sent bien qu'il y a quand même un consensus, dire on va pas réformer totalement notre système social, mais il coûte cher. Le fameux et comment modèle. on fait effectivement pour faire fonctionner le modèle français et garder la compétitivité. Encore une fois, dans le domaine industriel, vu ce qui se passe en Ukraine, vu ce qui se passe un peu partout, on a quand même envie de réinternaliser un peu tout ça. C'est ça. Vu qu'en off, certains hommes politiques vous disent quand même qu'il faut toucher au modèle social, mais ils ne le disent pas officiellement. Sauf que Emmanuel Macron l'avait dit à travers 2 vidéos, une récente et puis une dans son bureau où il avait dit on dépense trop d'argent. Oui, mais en même temps, dans le programme. Mais c'est pas dans le programme. Voilà, c'est les sujets sensibles. On n'en parle pas beaucoup. Ça sera des thèmes de débat dans notre émission. Merci Thierry Meillat d'être venu nous rendre visite. Merci. Avocat associé en droit social chez Hogan Lovells. J'avais oublié Hogan. C'est une erreur. Non. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite, spécialiste justement de ces questions de droit du travail. On fait une courte pause. Tiens, on va s'intéresser à un sujet qui intéresse tous les avocats. Les indépendants de plateforme. Évidemment, on parlera d'ubérisation, de ces salariés qui sont liés sans avoir de contrat à une entreprise, à une seule parfois entreprise. Puis il y a les autres, les indépendants qui vivent d'une manière heureuse cette relation au travail sans contrat. Ils sont freelance, ils travaillent dans la création, ils travaillent dans l'hôtellerie. On va parler de la situation des indépendants avec mes invités. C'est juste après la pause.